Jean-Paul Bourdineau, moi je suis professeur à l'université de Bordeaux. Et ce qui est très important, notamment en ce qui concerne la crise du Covid et tous ces développements, je me suis grevé par absolument aucun conflit d'intérêt, comme on dit. En fait, je ne suis pas corrompu. Je ne reçois pas d'argent des industriels ou de quelconque lobby. Mais j'enseigne la microbiologie, la biochimie et la toxicologie, notamment la toxicologie environnementale, parce que mes recherches portent là-dessus, sur la manière dont les organismes réagissent face aux polluants environnementaux. Donc, et quand je dis la manière dont ils réagissent, il s'agit donc des manières biochimiques et génétiques. Tout débute avec une lettre à Charlie Hebdo que j'ai envoyée fin juillet 2021, parce que j'avais été en fait quasiment scandalisé. Je suis lecteur de Charlie Hebdo, j'aime beaucoup, et bon, ce sont comme des amis pour moi. Bien entendu, lorsqu'on n'est pas d'accord avec des amis, bon, on ne va pas se fâcher, parce que de temps en temps, nous sommes en désaccord. Mais là, de façon répétitive, il brossait la satire. Ça, c'est leur fond de commerce. Je ne vais pas reprocher à Charlie Hebdo la satire, puisque moi-même, j'apprécie beaucoup en général. Mais là, celle qui frappait les soignants, je la trouvais franchement trop injuste. Et cela me scandalisait. Les soignants, au début, en 2020, ont affronté sans masque, sans protection, sans médication, la maladie. Et beaucoup d'entre eux sont morts. Ils sont morts. D'autant plus que Charlie parlait d'eux comme s'il s'agissait, et notamment ceux qui refusaient d'être vaccinés, comme s'il s'agissait d'illuminés, millénaristes, totalement obscurantistes, anti-scientifiques, voire même penchant à l'extrême droite. Enfin, c'est ce qu'on dit de ces gens et auxquels j'appartiens maintenant. C'est ce qu'on dit de moi aussi dans certains réseaux sociaux. Je suis obscurantiste, complotiste et d'extrême droite. C'est incroyable. J'ai réagi en envoyant une lettre à Charlie Hebdo, et dans laquelle donc je me réveillais après un an et demi de silence, parce que moi, dès le début, j'avais été là aussi stupéfait de voir l'hydroxychloroquine et l'ivermectine interdites, au prétexte qu'il s'agirait de poisons dangereux. C'est ahurissant. Je suis toxicologue. Ouais. On a vu quantité de gens sur les plateaux de télévision, mais aucun toxicologue. Et peut-être cela valait-il mieux, parce que si nous avions vu un toxicologue, à tous les coups, il aurait été dans la main de l'industrie, comme les médecins de plateau. Donc, je me suis tue en me disant, bon, ma personne est petite, je suis insignifiant, il y a de grandes figures qui interviennent, cela suffit. Le monde n'a pas besoin d'entendre ma voix ou de lire mes écrits. Et donc, finalement, un an et demi plus tard, j'ai répliqué à Charlie Hebdo. Donc, Antonio Fischetti a cru bon de me répondre. Et au départ, je voulais répondre à Antonio Fischetti en 4 ou 5 pages. Et l'un dans l'autre, dans le feu de l'action, je me suis rendu compte que pour vraiment bien argumenter, de façon satisfaisante, compréhensible et complète, en fait, 4 ou 5 pages n'y suffiraient pas. Et donc, je me suis retrouvé avec un bouquin, là, bon, maintenant, on en est à mon baptême de 250 pages. Voilà, donc, il me fallait répondre à Antonio Fischetti. Il m'a envoyé ce qu'il considère lui comme des arguments scientifiques. Donc, le scientisme, c'est la croyance selon laquelle la science peut répondre à tous les maux qui affligent l'humanité. Et donc, cela s'érige en dogme. Donc, le scientisme émet des dogmes. Par exemple, il n'y a pas d'autre solution que la vaccination
contre le Covid. Ça c'est un dogme scientiste en fait, qui revêt toute l'apparence d'un argument scientifique, mais qui en fait n'en est pas un du tout. Et ça emporte l'adhésion. Lorsqu'on n'y réfléchit pas, ça paraît évident. Bah oui, il n'y a que la vaccination comme solution. Mais lorsque on y réfléchit, et ça demande du temps, ça demande des arguments, ça demande de compulser la littérature scientifique, alors on se rend compte que c'est faux. On a eu droit à un slogan gouvernemental qui était tous vaccinés, tous protégés. Non seulement c'est du scientisme, mais en plus c'est carrément, en fait, scientifiquement mensonger. Enfin, c'est faux, c'est fallacieux. Dans mon bouquin, je montre que bah de janvier, du 1er janvier 2022 jusqu'en juillet, les 2 tiers des victimes en France, les 2 tiers des victimes étaient des victimes vaccinées. Je parle des victimes du Covid. Alors, bien entendu, on nous répond aussitôt, ah, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de vaccinés que de non-vaccinés. Oui, mais enfin, tous vaccinés, tous protégés. Par définition, aucun vacciné n'aurait dû mourir du Covid. Mais c'est pas qu'un peu qui meurt, c'est une hécatombe chez les vaccinés. Alors bien entendu, moi j'ai fait pour répondre à, à un article qui a été publié dans Lancet Infectious Disease. Donc ce n'est pas rien, c'est une publication sérieuse et réputée. Donc un article a été publié en juin de cette année et disant que grâce à la vaccination au niveau global, c'est-à-dire au niveau du globe terrestre, au niveau de la planète, 16 à 20 millions de morts auraient été évités grâce à la vaccination, ni plus ni moins. Et donc moi, j'ai attendu 2 semaines que plus malin que moi réagisse, et puis voyant qu'il n'y avait aucune réaction, donc j'ai décidé d'ouvrir un nouveau chapitre dans mon bouquin, réfutant et en fait ridiculisant enfin, ce qu'on n'ose plus appeler article scientifique, parce que ça manque totalement de sérieux. Enfin, c'est ce que j'appelle de l'épidémiologie prédictive. L'épidémiologie qui prévoit, donc qui suppute du point de vue mathématique le nombre de morts qu'il va y avoir. Donc c'est sur la base de l'épidémiologie prédictive que nous avons eu droit au confinement. C'est anti-scientifique dans le sens où, d'une part, c'est faux, mais d'autre part, quand on fait la démonstration après coup que c'est faux, on nous dit aussitôt, ah, mais bien entendu, il n'y a pas eu des centaines de milliers de morts parce que nous avons réagi, nous avons mis en place un confinement. Ouais. Et donc, si vous voulez, c'est anti-scientifique dans le sens où, quoi qu'il arrive, ils auront toujours raison. Le confinement, donc je montre dans un des chapitres qu'en fait, le confinement, malheureusement, en fait, a été sans effet patent, sans effet véritablement observable. Parce que, bon, en tout cas, en France, sur les 2 confinements, lors du premier confinement, on part de décès cumulés de 3 par million d'habitants. 3 par million d'habitants. 2 mois plus tard, nous en sommes à environ 450 décès par million d'habitants. Voilà. Ça, c'est le bilan du confinement. Alors, bien entendu, ces gens-là nous disent « Ah, mais c'était beaucoup plus important sans confinement. » Mais il n'y a aucune vérification, aucune possibilité scientifique de vérifier ceci. Donc ça, c'est un critère de la science expérimentale, c'est-à-dire que tout doit pouvoir être expérimenté. Lorsqu'on affirme quelque chose, on doit pouvoir mettre en œuvre une expérimentation permettant de le vérifier. Si ce n'est pas le cas, ce n'est donc pas de la science. Ce n'est que l'émission verbale d'une opinion. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle l'épidémiologie prédictive.
qui dépend de l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est une science qui indique les tenants et les aboutissants d'épidémies, mais également de toute maladie frappant les sociétés humaines. Donc, on confond très souvent avec l'infectiologie. L'épidémiologie réagit après coup. C'est-à-dire que c'est lorsque une épidémie est terminée que l'on compulse les chiffres. On regarde par exemple quelles sont les victimes, quels sont qui est mort de la maladie, qui a été malade, qui s'en est tiré, dans quelle région est-on le plus mort, etc. Et on essaie de mettre euh, des corrélations en évidence. Ouais. Attention, les corrélations ne valent pas preuve, d'accord? Corrélations permettent d'établir des hypothèses que les scientifiques expérimentaux devront valider. L'épidémiologie, elle analyse des chiffres, des données après coup. Et le plus marrant, le plus ironique, c'est que ce sont les épidémiologistes les premiers qui ont débiné, essayé de nous faire croire que les essais cliniques non randomisés, c'est-à-dire sans tirage au sort, ne valaient rien. Ce qui est très étonnant, parce que les épidémiologistes qui osaient dire ça se tirent une balle dans le pied, puisque eux viennent toujours après coup. C'est-à-dire que typiquement, euh, l'épidémiologie est une science observationnelle. Elle observe après coup. J'ai un chapitre dans mon bouquin qui rétablit la sériosité scientifique des essais cliniques non randomisés, c'est-à-dire ceux dits observationnels, qui représentent dans la littérature scientifique médicale euh, les trois quarts des essais cliniques. Donc tout d'un coup, à l'orée de cette pandémie, tout d'un coup, les trois quarts de la littérature scientifique, en ce qui concerne les essais cliniques médicaux, n'avaient plus tout d'un coup la moindre valeur scientifique. Tiens donc, j'ai un chapitre dans mon bouquin et je démontre qu'en fait, les essais cliniques dits observationnels, sans tirage au sort, ont autant de valeur scientifique que ceux dits randomisés. Donc là aussi, c'est une escroquerie sémantique. Randomisé, ça vient de l'anglais qui veut dire au hasard. Donc en fait, au hasard parce on tire au sort des gens. Les gens vont recevoir donc un médicament supposé, donc en l'occurrence hydroxychloroquine ou ivermectine, et des gens malades ne recevront rien du tout, mais on leur fera croire qu'on leur donne quand même un médicament. Donc ils recevront un placebo. Et on leur demandera de signer préalablement un accord, soi-disant éclairé. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle les essais donc randomisés, donc en bon français, par tirage au sort. Ouais. Ce qui représente, bien entendu, du point de vue éthique, un pur scandale. En France, ça fait beaucoup de remous. C'est l'affaire du professeur Raoult, euh, qui a rapidement énoncé dans un article qui se voulait préliminaire avec une vingtaine de patients, mais aujourd'hui ils en sont à plus de 30 000, l'efficacité d'un traitement combiné azithromycine plus hydroxychloroquine. Et bien entendu, on est tombé dessus en disant que ce n'était pas par tirage au sort, donc ce n'était pas randomisé, donc ça ne valait rien. Voilà, tout a débuté comme ça. Et puis, là-dessus, s'est déclenchée la machinerie Cochrane, donc là, une pure institution scientiste, dont je démontre dans deux chapitres que cela tient plutôt des oracles athéniens, donc des prédictions des pythonisses de Delphes, que de la vraie science. Et que cette institution Cochrane, eh bien, est beaucoup plus au service des industriels que de la science médicale.
Parmi ceux qui outragent la science, il y a bien entendu les médias, et au sein des médias, ceux qui se prétendent journalistes scientifiques. Mhm. Alors, certains journalistes scientifiques font du bon boulot, hein, tout de même. Mais beaucoup d'entre eux, à l'occasion de cette pandémie, ont été propulsés avec le titre ronflant de vérificateurs de faits. Donc, dans mon livre, j'en épingle un, donc par charité, je ne dirai pas son nom. Il est au Monde. Alors, c'est extraordinaire. Le journal de référence qu'est Le Monde demande à un jeune homme qui tenait la rubrique multimédia et vidéo, jeux vidéo, d'intervenir en tant que vérificateur de faits sur la crise du Covid. Enfin, on assiste en fait à une complète, un complet délitement de ce qu'on appelle le journalisme scientifique. Mhm. Là aussi, c'est une forme de scientisme. On nous dit, ces gens sont journalistes, et puisqu'ils sont journalistes, ils disent la vérité. Et donc, puisqu'ils disent la vérité, on ne saurait remettre en question ce qu'ils disent. Et donc, quand ce jeune homme du Monde nous dit, par exemple, que l'hydroxychloroquine est un poison dangereux, donc ces vérificateurs, ces autoproclamés vérificateurs de faits qui n'ont reçu aucune formation scientifique de toute leur vie, viennent dire au public ce que devrait être la vérité scientifique. Voilà. Donc ces gens-là outragent la science. Ils parlent en son nom et disent même que des scientifiques du statut du professeur Raoult euh, ou du professeur Perron seraient dans le faux. Et carrément, on insinue, on insinue des raisons psychiatriques à leur prise de position. Ce qui est stupéfiant, là aussi, c'est un aspect de la crise du Covid où les gens qui sont dans l'opposition au pass sanitaire euh, ont été traités de fous. Donc, d'extrême droite, antisémite. Je ne vois aucun rapport entre l'opposition au pass sanitaire et l'antisémitisme. Mais c'est vrai que Didier Raoult a son tempérament, mais on s'en moque de son tempérament. Ce n'est pas ça qui doit entrer en ligne de compte. Ce n'est pas le caractère de M. Raoult. Sa carrière parle pour lui. C'était impressionnant. Enfin, c'est quelqu'un qui a révolutionné la science microbiologique et virologique. Et lui et son équipe ont découvert une nouvelle variété de virus. Enfin, lorsqu'on analyse son apport, Mhm. enfin, c'est éblouissant. Enfin, c'est un des meilleurs d'entre nous. Voilà, c'est ça. La protéine dite spike en anglais, ça signifie la protéine de pointe parce que elle est très proéminente. Lorsqu'on regarde à microscopie électronique le virus, on se rend compte qu'il y a une protéine donc un constituant de l'enveloppe du virus qui est très proéminente. D'accord? Donc, c'est la protéine spiculaire spike en anglais. Et comme alors une protéine, c'est un assemblage biochimique euh, auquel correspond un gène, d'accord. Donc le gène s'appelle le gène S, S pour justement spike. Et cette protéine à la surface du virus, elle est pour entrer dans nos cellules. Une fois qu'elle est dans notre tract respiratoire, donc le virus peut rentrer soit par les yeux, soit par la bouche, soit par le nez. Bref, quand le virus, par exemple, est dans nos voies respiratoires, à un moment donné, fatalement, il va entrer dans les alvéoles pulmonaires et à partir de là, va être en contact avec nos cellules. Et à la surface de nos cellules pulmonaires,
beaucoup d'autres types cellulaires portent ce récepteur. Le virus va se fixer et via la protéine S va se fixer sur un récepteur porté à la surface de nos cellules, entre autres pulmonaires, qui s'appelle ACE2. Alors, les virologues l'ont appelé le récepteur de la protéine S, mais en fait, bien entendu, cette protéine ACE2, elle sert à bien autre chose qu'à attendre patiemment qu'au XXIe siècle, un virus probablement créé dans un laboratoire chinois, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, Mhm. viennent se fixer dessus. Donc, d'accord. Donc, vous avez la protéine S, protéine spike, à la surface du virus, qui vient se fixer sur ce récepteur. À partir de là, à partir du moment où la protéine S s'est engagée et est venue se fixer à la protéine ACE2, cela déclenche un mouvement d'entrée du virus dans nos cellules. D'accord? Voilà. Et l'infection commence comme cela. Mais ACE2 a un rôle physiologique. Ce rôle physiologique est de protéger nos cellules, notamment nos cellules pulmonaires, nos cellules cardiaques, nos cellules cérébrales. Euh, Protéger de quoi? En fait, et notamment de la fibrose cardiaque, la fibrose pulmonaire et de certaines atteintes neurologiques. La protéine ACE2 contribue à protéger poumons, cœur et cerveau. Euh, donc, comment cette protéine, ce récepteur ACE2 est en fait une enzyme. Donc, une enzyme, c'est une protéine qui est douée d'activité chimique. Et ACE2, son vrai rôle physiologique est de cliver l'angiotensine. D'accord? L'angiotensine, c'est une petite hormone qui justement a des effets pro-inflammatoires. C'est une hormone qui normalement intervient dans la régulation de la tension artérielle. D'accord? Mais donc, elle ne doit agir qu'à des moments bien précis. Et le reste du temps, justement, ACE2 intervient pour que sa concentration sanguine soit la plus faible possible. Mhm. Parce que l'angiotensine est un poison, en fait. Or, lorsque la protéine S, la protéine spike, euh, empoisonne en se fixant dessus ACE2, ACE2 ne peut plus cliver l'angiotensine et donc ne peut plus protéger Mhm. nos organes principaux que sont cœur, poumon et cerveau. La protéine spike euh, parasite et empoisonne donc le récepteur ACE2 qui joue un rôle protecteur dans notre organisme, d'accord? Ok. Qui régule, qui régule une grande loi physiologique euh, et donc qui régule la teneur en angiotensine dans la circulation sanguine. Voilà. Donc ça, c'est une, une facette toxicologique de la protéine spike, mais également, elle provoque chez quelques vaccinés. Heureusement, donc, on nous dit, ah, c'est très rare. C'est pas si rare que ça, mais c'est quand même heureusement pas trop fréquent. Mhm. C'est de l'ordre de 1 pour quelques milliers Mhm. de vaccinés. Mais lorsqu'on vaccine des millions de personnes, à la fin, ça fait des dizaines de milliers de personnes qui en souffrent. Ouais. La promotion d'une réaction auto-immune, donc la confection d'anticorps auto-immuns anti-facteur plaquettaire 4. Ok. Donc, cette protéine, cette vaccination va faire provoquer donc des anticorps dirigés contre la protéine S, mais également contre un facteur plaquettaire. Mhm. Et ces deux types d'anticorps vont créer des microcaillots sanguins.
microcaillots qui, s'ils grossissent, vont provoquer des thrombus. Ouais. Et également ce que l'on appelle une thrombocytopénie, c'est-à-dire l'effondrement de la concentration en plaquettes. Alors, ce que le public ne sait pas, et on lui a même laissé entendre l'inverse, c'est que avant le Covid-19, la crise qui débute donc en Chine fin 2019 et en Europe début 2020, il y a eu des tentatives de vaccination contre le virus ancestral qui était le SARS-CoV-1. Mhm. Également le MERS-CoV. Donc le MERS, lui, c'est le syndrome respiratoire lié au coronavirus du Moyen-Orient, Ok. euh, qui touche heureusement peu de personnes, mais qui est très mortel. C'est-à-dire que le taux de létalité est d'environ 1 sur 3. C'est-à-dire une personne sur 3 qui en est infectée finit par mourir. Donc Mhm. heureusement, il touche peu de monde, mais quand il Il touche l'est plus, quelqu'un, quoi. il y a une chance sur 3 pour qu'elle en meure. Donc, bien entendu, des tentatives de vaccination ont été réalisées. Donc, avec, donc on a tenté les virus inactivés, on a tenté donc les protéines S, donc les protéines spike de ces virus, d'autres protéines de ces virus. On a tenté des protéines recombinantes, c'est-à-dire purifiées, isolées. Mhm. Et dans beaucoup des cas, dans tous les cas où les gens ont regardé ce que ça a donné au niveau des poumons, on a observé le paradoxe suivant. Et ça, bien entendu, en 2020, lorsqu'il a été question d'un futur vaccin, on nous a bien gardé, on s'est bien gardé de, de nous informer sur tous ces essais préalables. Mhm. Et en fait, ce que l'on observe, c'est que dans ces tentatives de vaccination, c'est que la vaccination a bien suscité la production d'anticorps antivirus. Mhm. Ça a très bien marché. Et on a assisté au paradoxe suivant, selon lequel, malgré cette production d'anticorps, dans les poumons, le titre en virus, effectivement, par rapport à quelqu'un, un animal non vacciné, le titre en virus était bien inférieur. Mhm. Ce qui prouvait que les anticorps fonctionnaient. Mais en même temps, on a observé une immunopathologie pulmonaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une réaction immunitaire déséquilibrée et qui faisait intervenir une catégorie particulière de globules blancs qu'on appelle donc les éosinophiles. Ce sont des neutrophiles particuliers. Les éosinophiles, en général, interviennent dans des réactions de type allergénique. Mhm. D'accord? Et donc, cela provoque une pathologie pulmonaire, notamment une très forte inflammation, et qui ressemble beaucoup à ce qui arrive au moment du Covid long, Ouais. chez les personnes qui malheureusement sont atteintes de Covid long. Voilà. Et donc, il y a des tentatives, des essais de phase 1 chez les humains, et chez les humains, on s'est rendu compte que, en fait, ce n'était pas l'intégralité des personnes qui formaient des anticorps, il n'y avait qu'une partie d'entre eux. Mhm. Et les essais de phase 1 ne sont pas allés au-delà. En revanche, il y a eu des essais chez les dromadaires. Dromadaires parce que le MERS-CoV, c'est une épizootie. Mhm. Des humains ont été infectés après contact avec des dromadaires ou des chameaux eux-mêmes infectés. Donc, AstraZeneca, donc ce sont des chercheurs d'AstraZeneca qui ont testé un vaccin sur des dromadaires. Et ce vaccin, c'est exactement le même que celui qu'ils ont utilisé chez les humains. C'est un adénovirus, donc en fait un virus qui est susceptible d'infecter les humains, et dans lequel on a intégré l'ADN codant la protéine spike. Donc, en ce qui concerne l'actuel vaccin, le spike du SARS-CoV-2, et dans le cas des dromadaires, la protéine spike du MERS-CoV. D'accord? Et ils se sont rendus compte que
Donc, les dromadaires qui étaient vaccinés par ce vaccin génétique, eh bien, produisaient des anticorps, certes, et lorsqu'ils étaient mis en contact de dromadaires contaminés, eh bien, en fait, tombaient malades. Ils tombaient simplement moins malades que des dromadaires non vaccinés, mais ils tombaient malades. Donc, on savait déjà que des animaux vaccinés avec ce type de vaccin n'étaient pas complètement protégés contre la maladie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ils ont testé des dromadaires qui étaient séropositifs, donc des dromadaires qui avaient été malades, qui avaient déjà été en contact avec des dromadaires infectés, mais qui avaient été guéris. Eh bien, ces dromadaires-là résistaient parfaitement contre une nouvelle exposition au virus. Et bien mieux que les dromadaires séronégatifs au départ et qui avaient été vaccinés. Donc, on savait ça. On savait qu'avec ce type de vaccin, d'une part, la vaccination naturelle était de bien meilleure efficacité, et d'autre part, que les vaccinés, finalement, tombaient de toute façon malades et transmettaient la maladie. On savait ça déjà. Et on nous a présenté donc ces vaccins génétiques comme s'ils étaient merveilleux, comme s'ils venaient d'être mis au point et étaient le fruit du génie inventif humain, alors qu'en fait, en fait, ils étaient, si vous voulez, dans les tuyaux industriels déjà. Il y avait tout simplement qu'à insérer, donc dans le cas d'AstraZeneca, l'ADN recombinant du virus SARS-CoV-2, dans le cas de Moderna et de BioNTech Pfizer, l'ARN messager. Ouais. Mais la technologie était déjà au point. Pour la technologie de la vaccination à ARN, la technologie a été mise au point en 1993 par une équipe française. Tout ça n'a rien de nouveau, mais cela contribue au merveilleux et à la légende dorée de la science qui avance imperturbablement, sans aucune anicroche, sans aucune erreur, dans une espèce de marche triomphale. C'est du pur scientisme. Ouais. En fait, il y a eu quantité lors de vaccinations passées, il y a eu des catastrophes abominables. Aujourd'hui, on nous dit que le vaccin de la poliomyélite a permis d'éradiquer cette maladie, mais peut-être. Mais au départ, il y a eu des désastres vaccinaux, notamment aux États-Unis, lorsque Jonas Salk a mis au point le vaccin. Un industriel, donc l'industriel, c'était l'entreprise Cutter, s'est emparé du vaccin et l'a développé. Et il y a eu des centaines de gamins qui ont été infectés et qui sont morts de la maladie après vaccination, parce qu'il avait été mal inactivé. D'accord? Et en France aussi, des gamins ont reçu la maladie après vaccination. Donc les débuts de la vaccination ont été balbutiants. Et donc j'ai un chapitre où j'indique que tous ces désastres vaccinaux sont liés à une conjonction d'événements. D'abord la compétition scientifique, la rivalité internationale, et également la pression des gouvernements. Enfin, se poser des questions sur les vaccins génétiques actuels, c'est remettre en cause la science pastorienne. Là aussi, j'ai un chapitre de mon bouquin où je montre que, bon, moi je suis un grand admirateur de Pasteur, bien sûr, mais contrairement au dogme scientiste qui voudrait que la science déroule son génie de façon immaculée et avec des succès toujours croissants, je montre que c'est faux. Pasteur a connu des insuccès, Pasteur a commis des fautes déontologiques graves. Et Pasteur a même
a même été coupable, ou plutôt a bénéficié de parjure. C'est de l'histoire des sciences et très argumenté, hein. Il ne s'agit pas d'élucubration de ma part ou d'une opinion. Juste préférer que justement la stature de Pasteur fût restée intacte, mais ce qui est fait est fait. Mhm. Et ce qui a été fait maintenant partie de l'histoire. Ouais. Donc, la science avance avec des ratés et des échecs. Ce que l'on veut nous faire oublier, ce que l'on veut gommer. Les échecs de la science euh, sont à ce point oubliés, oblitérés, qu'ils qu'ils n'ont comme jamais existé. Ouais. Bah, je l'adresse de manière générale à tous ceux qui veulent en savoir plus et sur certaines vérités scientifiques et en particulier à tous ceux qui ont résisté, qui se sont posés des questions, qui ont été vilipendés dans les médias, que l'on a traité de suppôts de l'extrême droite, d'antisémites, d'obscurantistes, à tous ces soignants, à tous les soignants, tous les médecins, euh, qui, donc, pour certains, malheureusement, ils ont payé de leur vie, donc ils ne pourront pas me lire. Mais en tout cas, à ceux qui ont survécu, ce livre leur est dédié.